Eh bien, j'espère que vous avez bien pu profiter d'échanges entre vous et tester nos jumeaux numériques immersifs et interactifs. On va passer à la deuxième partie donc, de ce colloque avec 2 tables rondes. Et pour cela, donc, je vais inviter Ariane Varlin qui va animer ces tables rondes et qui va tout vous expliquer sur nos invités. Bonjour à toutes et à tous. Merci à ceux qui ont pu venir jusqu'ici aujourd'hui, d'être présents dans ce bel auditorium. Merci à celles et ceux qui nous suivent à distance, d'être là pour la suite, effectivement, de ce colloque. Alors, on va parler cet après-midi, à l'occasion de différentes tables rondes, de ces sujets d'apprentissage dont vous avez commencé à débattre ce matin. Je précise, c'est important que vous le sachiez, que vous pourrez poser toutes les questions que vous souhaitez à l'issue de ces 2 tables rondes. Donc notez-les, préparez-les et on prévoira un petit quart d'heure à l'issue de chacune de ces tables rondes. Ce que je vous propose, c'est qu'on commence tout de suite avec la première d'entre elles, dont l'objet est de savoir si ces technologies sont inclusives ou exclusives. C'est une question qui revient souvent. Et nous allons pour cela accueillir différents intervenants qui vont prendre la parole les uns après les autres pour nous apporter leurs éclairages. 2 d'entre eux n'ont pas pu se déplacer, ils vont être connectés avec nous à distance. Et les 2 autres, en revanche, ont pu venir jusqu'à nous en dépit du contexte un peu compliqué aujourd'hui. Et je vais inviter Agnès Picard-Kupfer à monter sur scène, ainsi que Régis Saobos, pardon, il est avec nous en distanciel, ainsi que Jérôme Nivois. Alors installez-vous comme vous le souhaitez. On va commencer avec vous, Agnès Picard-Kupfer, si vous le voulez bien. Vous êtes maître de conférences en psychologie de l'éducation à l'Institut national supérieur pour le handicap et les enseignements adaptés. Vous avez plusieurs cordes à votre arc puisque vous êtes aussi orthophoniste ainsi que chercheuse associée au LURCO. Alors le LURCO, c'est quoi? C'est le laboratoire UNADREO de recherche clinique en orthophonie. Et vous me disiez juste avant de prendre la parole que vous aviez également un diplôme de professeur de français. Donc autant dire que les problématiques d'apprentissage, vous les connaissez bien. Alors en ce qui vous concerne, Agnès, vous n'avez pas recours aux technologies immersives pour vos enseignements, du moins pas encore, ça viendra peut-être. Alors quel type de matériel est-ce que vous utilisez pour impliquer autant que possible vos publics, qui sont des publics pour lesquels l'usage d'une bonne pédagogie est particulièrement pertinent? Oui, alors est-ce que tout le monde m'entend? Bonjour à tous. Déjà, je vais vous répondre tout de suite, hein, mais je voulais prendre un petit temps pour remercier et puis pour dire bravo aux présentations de ce matin. Moi, je suis un petit peu en satellite, hein, issue des sciences humaines, mais vraiment, j'ai trouvé que c'était très pédagogique. On a vraiment envie de venir dans vos écoles, de voir toute cette énergie. Vraiment, bravo. Voilà. Alors, pour répondre à votre question, en tant qu'enseignante-chercheuse, j'ai 2 sortes de publics. Le public auquel j'enseigne et puis les publics pour la recherche. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Donc, pour les stagiaires, les élèves, les étudiants, quel que soit leur âge, il s'agit de médecins, d'orthophonistes, d'enseignants, mais aussi de médiateurs culturels. Et pour la recherche, il s'agit d'enfants. Alors, en pédiatrie, l'enfance, c'est jusqu'à 18 ans. Donc, j'ai l'habitude de suivre des cohortes très jeunes, jusqu'à environ quand même 25 ans. Donc, des jeunes adultes. Et les technologies que j'utilise, effectivement, ne sont pas immersives, mais c'est quand même de la technologie 3D. Ce sont des avatars, mais sous forme de tête parlante. Alors, c'était intéressant ce matin, par exemple, de voir que la question se pose quand on propose des avatars à des enfants, de savoir si les avatars qui ressemblent plutôt à des têtes de dessins animés sont plus agréables, sont plus attractives que celles qui ressemblent à des humains. Je n'aurais pas tout à fait les mêmes réponses que celles évoquées ce matin, parce qu'il y a très peu d'études auprès d'enfants, et encore plus des enfants qui présentent des troubles du langage. Alors, à défaut d'avoir recours aux technologies immersives, est-ce que vous vous y êtes intéressé?
qu'est-ce que ça pourrait vous apporter au quotidien dans votre pratique? En quoi pourrait-elle être inclusive? Alors, je pense à une de mes études, le projet Avicorse, qui a lieu dans les territoires en Corse, donc en Haute-Corse et en Corse du Sud, un territoire très montagneux où l'accès aux soins est difficile. Et là, on étudie justement l'apport éventuel de technologies numériques du type tête parlante pour prolonger les soins orthophoniques. Alors, les soins ne peuvent pas être faits à la maison, c'est du travail que l'enfant ferait avec la famille, mais il pourrait être en lien avec le soin orthophonique fait en libéral. Donc, on pourrait imaginer dans un environnement plus abouti, plus complet, un environnement immersif avec l'enfant qui soit mis en situation, ou dans d'autres situations de l'école à l'hôpital qui concernent quand même plusieurs milliers d'enfants, d'adolescents. Ça pourrait être aussi très intéressant parce que ça mettrait les enfants, les élèves, dans une situation d'égalité de représentation physique. Donc un jeune qui a une apparence de par sa maladie ou qui ne se tient pas debout, soit provisoirement à la suite d'un accident, soit finalement c'est un état particulier, il pourrait avoir un avatar avec une représentation différente. Donc ça, c'est un atout. Et puis aussi l'environnement agréable. Parce que quand on est à l'hôpital, quand on est isolé, quand on est dans une certaine dimension socioculturelle, peut-être que c'est pas si évident de voyager, d'aller dans un ailleurs, d'être dans un apaisement aussi. Donc c'est utilisé et ça pourrait l'être dans plein d'applications. On voit bien avec toutes ces applications que vous venez de décrire la dimension complètement inclusive, puisque ça permet à des enfants effectivement hospitalisés de suivre les cours comme c'était dans la classe au même titre que les autres, à des enfants qui sont immobilisés de faire un voyage bien qu'immobile. Et donc on voit bien la dimension d'inclusivité. En revanche, une fois qu'on a dit ça, quelles sont selon vous les limites de ces technologies? Est-ce qu'elles sont aussi inclusives qu'elles y paraissent à première vue? Et est-ce qu'il n'y a pas un risque quand même de laisser certains publics sur le bord du chemin? Alors, ça c'est une très bonne question. Et à mon sens, personne n'a la réponse. Maintenant, il faut se poser cette question du côté inclusif de ces technologies. Il y a, à mon sens, plusieurs points qui méritent d'être interrogés. Le premier point, c'est la situation médicale, la situation de santé. Donc ces technologies, elles ne sont pas accessibles, même si il y a peu d'études encore, et encore moins auprès d'enfants et puis d'enfants en difficulté. Eh bien, elles posent un certain nombre de problèmes à des enfants, par exemple, ou à des adultes avec épilepsie, à des adultes avec des problèmes d'équilibration. L'oreille interne, on le sait depuis les Romains, on a besoin quand même d'un repère, enfin on est éduqué avec un repère orthonormé. On se tient debout et ce repère orthonormé va nous guider. Donc dans les technologies immersives, cet horizon, eh bien, il est fuyant, il est très mobile, il est flexible. On l'a vu ce matin, alors c'était un peu particulier parce que c'est sur grand écran, c'est pas exactement comme quand on porte un casque. Néanmoins, ça bouge beaucoup. Donc ça peut provoquer des nystagmus. Donc ça, c'est la première chose. Ces populations-là, on sait que elles ne sont pas incluses, malheureusement, mais il y en a peut-être d'autres. Alors le deuxième point, ça va être le point plutôt de l'évaluation des technologies. Sont-elles évaluées ? Alors, on comprend que d'un point de vue motivationnel, quand on a écouté le professeur Sylla avec les verbatims des étudiants, c'est plutôt joyeux, c'est plein d'enthousiasme, ça marche, c'est super, on est motivé, très bien. Maintenant, scientifiquement, qu'est-ce qu'on sait ? Pas grand-chose. Pourquoi ? Parce qu'il y a des biais de recherche. Et ces biais de recherche, tout le monde les connaît, enfin tous les chercheurs les connaissent, c'est que les publis sont acceptés quand on a des résultats positifs. Quand on a des résultats négatifs, on a bien moins de chances d'être publié. Donc peut-être qu'il existe des études que l'on ne connaît pas, qui ont été refusées et qui disent, peut-être ça marche, mais auprès d'un petit nombre, ou ça marche pour tel usage, mais c'est peut-être pas si évident. Alors il y a d'autres points aussi, c'est l'aspect évaluation.
c'est-à-dire, enfin, l'aspect évaluation là des technologies, mais évaluation des apprentissages. Si on utilise ces technologies pour l'apprentissage, on peut se poser des questions sur l'inclusivité dans les apprentissages. Mais après, si on pousse l'idée plus loin, eh bien, on va évaluer avec les mêmes outils avec lesquels on a appris. Donc, comment on va faire? On va faire passer le bac, le CAP, le diplôme du brevet des collèges avec ces outils, mais puisqu'ils ne vont pas être utilisables auprès de toute la population d'élèves, comment faire? Donc, on utilise ces outils pour les inclure et finalement, il va falloir trouver des solutions parce que ça ne va pas marcher pour tout le monde. Donc ça, c'est un problème. L'aspect aussi pécuniaire. Parce que c'est vrai que la situation de ce matin, c'est une situation malgré tout idéale. C'est un public extraordinaire, des jeunes qui sont motivés. Bon, il y a quand même un coût aussi, des études. Peut-être que les écoles peuvent prendre en compte, en charge le matériel, les casques, tout ça. Mais pour les élèves plus jeunes en collège, bon, donc ça coûte. À l'heure actuelle, il y a des casques qui coûtent très cher, presque 1 000 €. Et puis en plus, il y a l'accès aux médias sociaux. Certains casques fonctionnent avec des abonnements, par exemple sur Facebook ou sur d'autres choses. Bon, alors, quels sont les parents qui vont autoriser un jeune d'avoir une sorte d'habituation au casque sur ces éléments? Et dernier point, il y en a d'autres, mais bon, je ne suis pas la seule invitée, donc même si je suis heureuse d'être parmi vous. Le dernier point, c'est un aspect un petit peu plus orthophonique. C'est l'idée qu'il faut une habituation. Moi, j'ai eu l'habitude, puisque j'ai commencé ma carrière, enfin j'y suis toujours et je suis très fière de rester orthophoniste, par un travail avec des sourds et des adaptations aux prothèses. Et les prothèses, les parents d'enfants sourds, il y en a 90% qui ne sont pas sourds, et pensaient que la prothèse serait miraculeuse. Mais quand on porte une prothèse, on entend, on ne comprend pas plus fort. D'accord ? On entend plus fort, on entend mieux, mais on ne comprend pas mieux. Et pour toute technologie, qu'il s'agisse de logiciels, puisque je travaille aussi à la MDPH avec l'attribution d'un matériel spécifique, des ordinateurs, des logiciels. Parfois, le matériel est rendu parce que les gens sont déçus. Il faut en fait toujours de l'humain et il faut un temps d'enseignement. Alors, certains en ont parlé ce matin et c'était vraiment... c'est très astucieux de penser à ça dès le départ, que quel que soit l'outil et l'intérêt, il y a une habituation comme les adaptations prothétiques. Donc il va falloir faire un travail et il n'y aura pas moins d'humains, c'est pas possible. Il y en aura autant qui accompagnent la technologie. Et ça me semble vraiment un point central. Voilà. C'est intéressant ce que vous dites parce qu'effectivement la technologie ne suit pas toujours. Il faut aussi créer des programmes d'adaptation à la technologie, ce que vous décrivez comme l'habituation. Alors finalement, est-ce qu'il existe sur ces questions-là une dimension un peu sociétale, voire culturelle, notamment dans la question du regard posé sur le handicap ? Alors, c'est vrai qu'en France, le handicap, il fait partie du cadre sociétal depuis de longues années. La loi 2005 pour l'égalité des chances, des droits, la citoyenneté, a posé le cadre. Il y a eu la loi 2013 pour la refondation de l'école, la loi 2019 pour l'école de la confiance avec finalement un regard pour les plus jeunes avec l'instruction obligatoire des 3 ans. Et malgré tout, il y a quand même des soucis parce que la défenseuse des droits a récemment écrit à la rentrée que finalement 20% des saisines de la défenseuse des droits ou de la défenseur, je ne sais plus trop comment dire avec la féminisation, bref, 20% des demandes concernent les enfants en situation de handicap qui n'ont pas droit à l'éducation. Donc il y a un contexte, même si on n'a pas à rougir quand on va à l'étranger, de voir qu'il y a encore des choses à faire, mais qu'il y a quand même un cadre qui est solide, le handicap n'est pas complètement tabou. Je ne dis pas complètement, parce que, à l'exemple de mon établissement, l'INSHEA, donc l'Institut national supérieur pour le handicap, eh bien, il y a 15 jours, il a changé de nom et il s'appelle Institut national supérieur pour l'éducation inclusive. Donc on voit bien que les termes sont quand même pas faciles. Handicap,
en situation de handicap, et puis maintenant inclusion. Bon. Bref, donc en France, il y a quand même un travail qui est fait, on peut parler de certaines choses. Mais j'ai eu l'occasion de voyager, d'enseigner et même de pratiquer l'orthophonie dans différents pays, par exemple en Corée ou en Afrique subsaharienne. Et là, ce handicap, il y a un aspect culturel très différent de chez nous, où finalement ces deux pays, la Côte d'Ivoire par exemple, eh bien, dans ces deux pays, la situation des élèves avec handicap, ou même des enfants, des adultes, c'est proche, pas pour les mêmes raisons. Donc en Corée, suite à la guerre des deux Corées, le pays a fait énormément d'efforts. Et la personne avec un handicap, que ce soit visible ou invisible, donc un trouble moteur ou un trouble des apprentissages ou une situation liée au spectre de l'autisme ou à des maladies, bon, eh bien, ces personnes sont perçues comme n'aidant pas le pays. Et comme il y a une forte fierté finalement à agir collectivement, c'est très compliqué. Les écoles que j'ai visitées ont mis de 15 à 20 ans pour être construites. Et en Afrique, c'est différent. C'est un petit peu une malédiction, mais lié à d'autres facteurs. Donc l'aspect handicap et traitement du handicap, il est différent. Par contre, en Corée, les technologies immersives, elles sont utilisées, mais vraiment énormément. Ils n'attendent pas d'avoir des études finalement qui disent ça marche pas. Ils utilisent. Alors, dans un objectif d'inclusion, par exemple, dans les écoles, il y a des bus, parce que ça coûte très cher et toutes les écoles n'ont pas tout le panel d'équipements de technologie immersive, mais il y a des bus qui sont équipés pour apprendre aux enfants à aller au cinéma, à jouer au football, à utiliser des équipements sportifs qui existent dans toutes les villes. Bon. Et le but, c'est que ces élèves différents, eh bien, agissent comme tout le monde dans les situations de vie quotidienne, donc dans les villes, dans les sorties, finalement, qui n'aient pas d'attitudes différentes. Donc, pour moi, c'est un paradoxe, parce que, à mon sens, c'est pas fait pour ça. Les technologies immersives, c'est fait pour vivre les défis personnels, la singularité, d'exprimer finalement son potentiel pleinement à l'école et en dehors de l'école. Or là, finalement, on utilise les technologies immersives pour ressembler à tout le monde, pour être égal à un autre. C'est impossible. Donc voilà. En tout cas, c'est très intéressant cette perspective internationale que vous nous livrez, parce que ça permet de comprendre aussi que le développement de ces fameuses technologies immersives dont on parle aujourd'hui, ce développement, il est beaucoup fonction aussi du regard porté par la société du pays en question sur le handicap. Et voilà, donc c'est vraiment intéressant. Merci beaucoup, Agnès, d'en avoir parlé avec nous. Notez les questions que vous souhaitez lui poser à l'issue de ces tables rondes. Vous voyez le nom d'Hélène Bonneau sur le slide derrière vous. Hélène qui n'a pas pu se joindre à nous puisqu'elle est solidaire du mouvement de grève aujourd'hui. Alors on va enchaîner. Alors on peut ceci dit être solidaire et être présent. Hein. C'est pas parce qu'on est présent qu'on n'est pas solidaire, précisons-le. Mais voilà, elle a souhaité y participer et donc ne peut être avec nous aujourd'hui. Et donc on va enchaîner avec vous Jérôme Nivois et puis on se connectera ensuite avec Louis Dupin puis Régis Fayot-Bost. Alors Jérôme Nivois, vous êtes quant à vous enseignant directeur délégué aux formations professionnelles et techniques au sein du lycée polyvalent Félix Mayer. Alors pourquoi est-ce que vous avez choisi de mettre en place la réalité virtuelle dans les lycées professionnels dont vous avez la responsabilité ? Oui, alors, bonjour à tous également. Je vais aussi un petit peu planter le décor. Le lycée professionnel Félix Mayer dispose d'un département bac général et d'un département section d'enseignement professionnel. Donc moi, j'interviens de ce côté-là avec des élèves qui n'ont pas forcément choisi leur scolarité, ils auraient bien choisi de ne pas avoir de scolarité. Environ 70% d'élèves qui sont issus des catégories socio-professionnelles défavorisées, ça ne les intéresse pas. Donc on s'est posé la question, qu'est-ce qu'on peut faire ? Comment on peut leur redonner envie de poursuivre, de s'intéresser à leurs études, et plus particulièrement avec les élèves de CAP, en l'occurrence des CAP opérateurs en logistique, qu'on appelait il y a quelques années encore des magasiniers préparateurs de commandes. Et on s'est dit que la réalité virtuelle pouvait être une solution, puisque sans des écrans,
Ils passent, on va pas reparler du temps que les ados passent devant leurs écrans, mais voilà, ça fait encore un écran. On s'est dit que par ce biais-là, on pouvait peut-être les intéresser davantage. Et donc, avec des développeurs, une société qui fait de la réalité virtuelle, on a mis en place un certain nombre de scénarios qui permettent de traiter les compétences du magasinier préparateur de commandes, non plus sur nos plateaux techniques, mais par l'intermédiaire d'avatars dans différents scénarios dans nos valises de réalité virtuelle. Alors, on voit bien l'intérêt du coup effectivement de la réalité virtuelle, à la fois pour que les étudiants s'intéressent, s'investissent davantage pour monter des scénarios. Est-ce que si on pousse la logique, la réalité virtuelle pourrait à terme remplacer les enseignants? Attention, les grèves, elles démarrent vite en ce moment. Non, je ne pense pas. Les scénarios sur lesquels nos élèves travaillent sont des scénarios qu'on a développés nous-mêmes. Ils ne sont pas parfaits, ils sont loin de l'être. Et on se rend compte que chaque petit loupé dans ce qu'on a mis en place est pour eux un moyen de laisser tomber, de retirer le masque. Voilà, et de continuer à dire que l'école, c'est pas génial. Donc, il faudra toujours un enseignant. On peut l'appeler enseignant, formateur, comme on veut, mais je pense que la réalité virtuelle va rester un outil. Si l'élève s'intéresse à sa formation, ce n'est pas, alors que je suis l'un de ceux qui a mis ça en place, ça ne tiendra pas au support, mais ça tiendra au formateur qui saura motiver ses troupes, qui saura les amener sur un projet et puis les accompagner pour aboutir, entre autres, à un diplôme. D'accord, donc les enseignants gardent toute leur place pour encadrer l'usage de ces technologies. Quelles sont les limites, les questions qui sont posées par l'usage de la réalité virtuelle, selon vous? Alors, je vais rejoindre ce qui vient d'être dit. Tout le monde ne peut pas utiliser un casque de réalité virtuelle. On se rend compte qu'on a par cohorte entre 10 et 15% de jeunes qui, au-delà du fait qu'ils n'adhèrent pas au projet scolaire, ne vont pas supporter le casque pour des raisons une opération aux yeux quand ils étaient petits ou des problèmes d'équilibre, ça vient d'être évoqué. Et donc, ce que nous avions mis en place il y a 3-4 ans, à savoir la réalité virtuelle pour les intéresser par ce biais-là, on se rend compte que ça ne pallie pas au manque d'intérêt et surtout qu'il y a des gamins qu'il faudra accompagner de façon plus traditionnelle. Et on a par exemple l'obligation pour les élèves magasiniers de leur faire passer un permis qu'on appelle le CACES, à savoir un diplôme qui leur permet de conduire les moyens de manutention. Voilà. Alors, justement, pour les aider, ces jeunes-là, vous avez mis, me semble-t-il, en parallèle de la réalité virtuelle, un simulateur de conduite, c'est bien ça? Voilà, c'est ce que je voulais dire, c'est que ce simulateur, quand on a monté le cahier des charges pour l'achat de ce simulateur, on a refusé des solutions dans lesquelles il y aurait de la réalité virtuelle, puisqu'il faut qu'on prépare 100% de nos élèves, et donc aussi ceux qui ne supportent pas le casque. Et donc là, voilà, 1 an après avoir mis la réalité virtuelle en place, l'équipement suivant a été fait en refusant qu'il y ait de la réalité virtuelle avec, pour que justement tout le monde puisse en profiter et qu'on puisse inclure, je crois que c'est le titre de la table ronde, l'ensemble des élèves. Et là, pour le coup, le simulateur de conduite, tout le monde peut en bénéficier, il n'y a pas de restriction d'usage? Non, là, tout le monde peut y aller. Après, est-ce qu'il va réussir à valider l'ensemble des compétences, ça c'est un autre débat, mais en tout cas, tous les élèves ils ne peuvent plus refuser d'utiliser l'équipement. Parce que c'était un motif de refus d'utilisation, la non-tolérance, la mauvaise adaptation à ces technologies? On doit préparer tous nos élèves dans les mêmes conditions. Je ne peux pas amener... envoyer mes élèves passer ce permis, sachant que dans une cohorte de 20, il y en a 3 qui n'auront pas passé les 8, 10, 12 heures de formation initiale,
au prétexte que le casque virtuel est quelque chose qu'ils ne supportent pas. Mais du coup, est-ce qu'il y a des élèves qui continuent d'utiliser le casque de réalité virtuelle pendant que d'autres ne le font pas parce qu'ils ne le supportent pas? Est-ce que les deux technologies, le casque de réalité virtuelle et le simulateur de conduite, se développent en parallèle, ou est-ce que vous avez décidé d'écarter les casques? Non, les casques fonctionnent toujours. Les enseignements professionnels se font généralement par pédagogie différenciée, c'est-à-dire que si vous avez 12 ou 15 gamins en même temps, tout le monde ne travaille pas sur le même projet. Donc vous allez avoir quelques élèves qui seront sur le simulateur, d'autres qui seront sur la réalité virtuelle, voire même sur 2 ou 3 valises de réalité virtuelle avec des scénarios différents, et le reste de l'équipe qui sera sur les plateaux techniques. Non, là, on continue à y croire à la réalité virtuelle, puisqu'on l'a encore développé par ailleurs sur dans un autre domaine, à savoir la mise en œuvre des matières plastiques, c'est-à-dire un domaine beaucoup plus industriel, pour là aussi faire à la fois de la présentation. Donc on va présenter, on prend notre atelier sous le bras, quand on va dans les portes ouvertes, dans les collèges, un petit peu partout pour se présenter, et on réfléchit, comme on l'a vu ce matin, à insérer des systèmes qui permettent d'intervenir dans les scénarios pour pouvoir évoluer le matériau, par exemple. Merci beaucoup, Jérôme Nivois. Je vous propose de rester tous les deux sur l'estrade, puisque vous serez peut-être amenés à répondre à des questions de notre audience tout à l'heure. Et on va se connecter avec Louis Dupin. Je vais me tourner vers la régie pour voir si la connexion a pu se mettre en place. Est-ce qu'on peut lancer le Zoom? Je crois que c'est l'outil qui a été utilisé pour... Est-ce que vous m'entendez? Normalement, je peux parler à la régie. J'ai mon micro d'ouvert. C'est parfait. Alors, on ne vous voit pas à l'écran, mais on vous entend. Ah voilà, je vais voir si j'arrive à démarrer ma vidéo. Si l'animateur me l'autorise, vous devriez pouvoir me voir. D'accord. Je sais pas. C'est encore plus agréable. C'est agréable de vous entendre et on serait ravis de vous voir également. Alors en attendant, je me permets de vous présenter. Vous êtes directeur général au sein de France Immersive Learning, dont la baseline est « Transformons ensemble l'orientation, la formation et la collaboration au travail par les technologies immersives ». Donc on est en plein dedans. Est-ce que vous pouvez, pour commencer, pour celles et ceux qui sont peu familiers avec France Immersive Learning, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cette structure? Oui, absolument. J'essaie de temps en temps d'animer la vidéo, c'est pour ça que je vais peut-être couper mon discours. Alors, merci déjà de me permettre de m'exprimer aujourd'hui. Je suis désolé de ne pas pouvoir vous voir, mais voilà, les circonstances font que c'était compliqué de venir depuis Rennes à Paris. Donc moi, je vais vous parler de notre structure. Donc, on est une double structure. Il y a France Immersive Learning, qui est une association dont notamment les arts et métiers, le CESI, le CEA et le CNAM sont membres de l'association, qui fédère les différents acteurs pour réfléchir à l'usage des technologies immersives. Quand je parle d'usage, et j'aimais beaucoup le témoignage de M. Nivois juste avant, la réflexion qu'on se pose, elle est plutôt destinée aux formateurs. On a beaucoup parlé des apprenants, de ce que ça faisait aux apprenants, de c'est compatible, c'est inclusif, ça ne l'est pas. Nous, notre focus, il est sur le formateur, puisque si le formateur n'utilise pas l'outil, on n'aura pas les gains à la fin. Donc, on est une association qui va faire son travail d'association, c'est-à-dire qu'on va fédérer l'écosystème avec les producteurs de contenu, les prescripteurs et les utilisateurs. On va représenter cet écosystème auprès des pouvoirs publics en défendant le fait que nous sommes une filière d'excellence et qui doit être utilisée et qui doit être favorisée par le public. On va permettre aux réflexions entre membres sur l'utilisation des technologies immersives. Et cette association possède une entreprise qui fait du conseil et de la formation à l'utilisation des technologies immersives en général. Alors, Nicolas Dupin, qui est quant à lui le président de France Immersive Learning, dit que ces technologies immersives, elles ne sont pas une évolution du numérique, mais une singularité anthropologique. Qu'est-ce qu'il faut comprendre par là? Alors, quand on va parler de singularité, ça y est, vous voyez, bonjour. Quand on va parler de singularité anthropologique, en fait, pourquoi est-ce qu'on parle de ça? L'histoire de l'humanité, l'histoire de la transmission du savoir de l'humanité, c'est toujours fait en 2D. On a toujours réfléchi sur une image qui est un plat, que ce soit la peinture, que ce soit l'écriture. On a un support qui est plat et sur lequel on consigne un savoir qu'on va chercher à transmettre. Ça ne va pas utiliser d'autres outils, le travail pratique, apprendre à faire et faire en apprenant.
mais voilà, l'essentiel de notre savoir est consigné sur, à la fin, une surface plate. Le casque, les technologies immersives vont permettre de spatialiser cette information. Et en fait, on va retrouver un rapport à l'information qui est un rapport bien plus naturel pour notre cerveau que ne l'est l'image en 2D, le support papier, par exemple. Pourquoi? Parce que quand vous allez vous penser à quelque chose, vous ne pensez jamais à une feuille de papier avec des trucs écrits dessus. Vous ne pensez jamais à quelque chose en 2D. Ce sont des représentations spatiales que votre cerveau fait, parce que c'est comme ça qu'il est conçu pour fonctionner. Et en fait, ces casques vont amener cette spatialité de l'information et donc vont faire en sorte que, on va mieux la comprendre. Et surtout, elle va complètement renverser notre posture par rapport au cerveau. Et notamment par rapport au rôle de l'enseignant. C'est-à-dire que si je prends l'enseignant des années 50, il est debout sur son estrade avec un noir et il écrit à l'écran. Si vous faites de l'expérience en casque, et c'est ce qu'expliquait un peu M. Niveau juste avant, vous allez peut-être, s'ils sont des casques, on va transmettre des informations, transmettre des consignes, de monde informer. Le fait de mettre l'effort de rentrer dans la simulation et de ne plus la regarder de l'extérieur, on va donner aussi notre perception de cette simulation. Et de par la même occasion, son impact par rapport à nous et son impact émotionnel. Si vous avez eu la chance d'expérimenter des choses, par exemple, le sexisme, le harcèlement ou le racisme, l'impact est très fort sur les personnes. Louis, je me permets de vous interrompre de 2 minutes. C'est pas toujours très très audible et je me demande si c'est pas la qualité de votre connexion qui est en cause. Je sais pas si vous avez un autre réseau. On entendait déjà médiocrement au début. Enfin, on entend bien, mais c'est pas toujours très articulé. Je me demande si c'est pas lié à votre réseau ou à votre casque. Je ne sais pas. Je sais que quelque chose comme ça, c'est mieux. Peut-être, comme le souffle Véronique, peut-être si, alors c'est plus agréable de vous voir, mais peut-être si vous coupez la caméra, on aura peut-être plus de bandes passantes. On vous entendait un petit peu mieux avant. Enfin, encore une fois, c'est pas tellement une question de son que d'articulation. Donc on va refaire un essai parce que j'avoue qu'on n'a pas tout suivi pour être tout à fait transparente avec vous. Vous avez peut-être répondu en partie à la question que je voulais vous poser ensuite, mais que je vais vous reposer. La question, c'est de savoir quelles sont les opportunités et quels sont les risques liés à l'usage de ces technologies immersives? Les opportunités sont énormes dans le sens où tous les secteurs d'apprentissage peuvent être impactés. On en parlait sur vraiment la définition de l'inclusivité. On en a parlé sur les travaux pratiques. Il y a des expériences sur la littérature, la géographie, l'histoire. Vraiment, l'ensemble des secteurs peuvent être impactés. Donc, des opportunités, il y en a à peu près autant que de personnes qui vont réfléchir à l'utilisation de ces techniques. Les risques, maintenant, il y en a comme toute technologie. On parlait tout à l'heure d'épilepsie. L'épilepsie n'est pas liée uniquement au casque. N'importe quel écran peut déclencher une crise. Après, il y a des niveaux d'épilepsie différents, mais toute technologie comporte un risque. Peut-être que certains sont accrus et en tout cas moins bien connus avec ces technologies-là. Ce que ça veut dire, c'est qu'il va falloir qu'on prenne un temps d'apprentissage collectif de ces technologies, de comment les utiliser, de comment correctement les utiliser. Parce qu'au-delà on a énormément d'opportunités, il faut aussi faire se poser de la question de quelles sont les bonnes opportunités. Vous avez soulevé la question de comment les utiliser. C'est vrai que quand on parle des technologies immersives, on a en ligne de mire les apprenants qui sont a priori les principaux bénéficiaires. Mais la question, elle vaut d'être posée aussi pour les pédagogues, pour les enseignants. Quels sont les enjeux pour eux ? Eh bien, l'enjeu, il est de quelle est la place du pédagogue. Vous posiez tout à l'heure la question de est-ce que la réalité virtuelle va remplacer les enseignants? Je suis de l'avis de M. Nivois, la réponse est non. C'est un outil qui va être utilisé par eux. Par contre, ces enseignants ne connaissent pas ces technologies. Ils ne connaissent pas ce qu'on peut en faire, comment est-ce que ça fonctionne, quels sont les enjeux, quels sont les risques et en quoi ça modifie leur posture. Et donc, il va falloir former les enseignants à ces technologies-là pour leur donner des nouveaux outils, des nouvelles clés pour augmenter leur pratique professionnelle, pour leur permettre de faire des choses avec leurs élèves qu'ils n'étaient pas capables de faire avant. C'est un peu ce qui transparaissait dans les présentations de ce matin sur les jumeaux immersifs. Ces simulations vont permettre d'avoir plus de manipulation, plus d'interaction, des interactions nouvelles dans les environnements dangereux auxquels on n'a pas accès de manière standard. Et donc, on a une forme d'outil avec les pédagogues.
on les accompagne, on ne les aide pas à monter en compétence, on va avoir une non-inclusion des pédagogues. On parle d'inclusivité. C'est-à-dire que si on n'inclut pas les pédagogues dans cette réflexion sur la construction des parcours et sur à quoi servent ces outils, ils ne vont pas s'en saisir, ou en tout cas pas dans la majorité, pour utiliser avec leurs élèves. Et si on ne fait pas ce travail-là, on va se retrouver avec des disparités qui étaient évoquées, et des outils qui sont utilisés à certains endroits et pas d'autres, et donc une préparation très disponible. On vous entend de nouveau pas très bien, Louis. Je voulais également vous poser des questions relatives aux enjeux de souveraineté numérique, mais on pourra peut-être en discuter dans le cadre de la partie questions-réponses. Ce que je vous propose, c'est qu'on se connecte avec Régis Fayot-Bost et peut-être que vous essayiez de voir de votre côté. Alors c'est un peu mieux en termes de qualité depuis qu'il n'y a plus la vidéo, mais ça reste néanmoins un petit peu haché. Peut-être s'il n'y a pas moyen pour vous de vous connecter sur un autre réseau avec peut-être, voilà, on appelle plus de fluidité au niveau du son, mais je suis désolée, on ne vous entend effectivement pas très bien, et donc je vous propose qu'on poursuive l'échange peut-être dans la partie de questions-réponses en espérant vous entendre mieux. Est-ce qu'on peut se connecter avec Régis Fayot-Bost, si c'est possible? Régis, donc, qui est enseignant agrégé d'EPS dans un réseau d'éducation prioritaire, formateur académique, et il exerce au collège Pablo Picasso. Est-ce que vous nous entendez, Régis? Je vous entends très bien. Est-ce que vous m'entendez vous aussi? Eh bien, on vous entend. On ne vous voit pas, mais on vous entend. Donc, on est déjà ravis de vous entendre distinctement, a priori pour le moment. Vous pilotez un projet. Ce projet, il s'appelle Phobie 360. De quoi s'agit-il? Il s'agit avant toute chose, et ça va faire écho à pas mal de remarques que j'ai pu entendre, il s'agit avant toute chose d'un projet qui est émané d'un besoin, c'est-à-dire valider des compétences. J'ai entendu parler d'apprentissage tout à l'heure et ça me parle beaucoup. Donc, valider des compétences. Le projet, quel est-il? Il est que nous avons, dans le cadre scolaire, des élèves qui sont complètement bloqués dans leurs apprentissages à cause de stress, peur, phobie. Ce qui se révèle dans mon établissement au travers de 2 activités, le savoir nager, la natation, avec la peur de l'eau, et puis le vertige, pour l'appeler comme ça, au niveau de l'escalade. Donc, le projet, il est né de cela. Je suis dans un établissement qui fonctionne très bien avec d'excellents résultats, mais voilà, on avait des élèves stigmatisés, on avait des élèves qui étaient exclus eu regard à ces peurs et ces phobies, et donc il nous a fallu, dans la démarche, la politique d'établissement qu'est la nôtre, il nous fallait trouver des solutions. On ne voulait pas consentir à accepter ça comme un fatalisme, et donc on a été chercher d'autres pistes. Et il s'est avéré que nous avons basculé sur un projet qui utilise des jumeaux numériques, dont je viens vous parler aujourd'hui. Alors c'est assez formidable effectivement de passer du constat à l'action. Vous avez pu observer ces peurs, ces stress, ces phobies. Et fort de ce constat, vous avez remué ciel et terre pour monter ce projet de jumeaux numériques. Alors plus précisément, de quel type de jumeaux numériques s'agit-il ? Alors initialement, la piste qui nous a semblé la plus viable, c'était la théorie par exposition à la réalité virtuelle. Très rapidement, on s'est aperçu que les coûts de modélisation étaient non seulement inaccessibles pour un établissement scolaire comme le nôtre, j'ai même envie de dire pour l'éducation nationale en ce moment. Donc, nous n'avons pas abandonné l'idée, mais nous sommes partis sur un autre on va dire format d'immersion numérique, c'est-à-dire utiliser de la vidéo 360 avec ces masques de réalité virtuelle. Et donc, ce sont ces jumeaux-là que nous utilisons aujourd'hui, que nous faisons fonctionner avec 2 types d'outils, évidemment dans le cadre de nos recherches, puisqu'aujourd'hui il s'agit ce projet qui a 5 ans est devenu une recherche dans le cadre d'un LEA. Donc, nous utilisons des masques de réalité virtuelle avec lesquels nous immergeons nos élèves, on va dire, mais aussi avec des supports de smartphone pour le redéploiement. On parlait tout à l'heure de pistes et d'adaptation. C'est une des adaptations qu'on a dû mettre en place. Je en parlerai peut-être un petit peu plus tout à l'heure. Voilà, donc des supports de smartphone qui permettent aux élèves en classe renversée, j'ai envie de dire, de continuer à faire des séances lors d'ateliers qu'ils peuvent mener à la maison. Voilà, on a une banque de supports de smartphone que nous pouvons leur prêter. Ils les emmènent à la maison et ils peuvent continuer à utiliser ces outils-là de chez eux pour augmenter les temps d'exposition et donc l'efficacité que nous avons pu nous constater.
Alors, vous avez pu développer cet outil à moindre coût que celui que vous évoquiez, qui n'était pas abordable pour un établissement comme le vôtre. Néanmoins, ça a quand même un coût de prêter cet équipement. Il a sans doute fallu l'acheter, le prêter aux élèves, déployer le contenu, cette vidéo 360. Comment vous vous y êtes pris pour passer, je le disais, du constat à la mise en œuvre? Avec quel budget pour atteindre cet objectif de ce projet? Le problème du budget, bien sûr, va parler à tous les chercheurs et chercheuses qui sont présents aujourd'hui. Écoutez, avant toute chose, c'était une problématique d'établissement et nous avons eu un chef d'établissement très, très à l'écoute de notre proposition, de notre projet, qui nous a suivis au début et qui a été le seul à nous aider dans le financement. Donc, avec l'achat d'une caméra 360, d'un casque de réalité virtuelle, d'un ordinateur. Et puis très rapidement, donc nous avons testé ces outils-là pendant 2 ans pour voir si l'idée était viable. Il s'est avéré que nous voyions à l'époque des choses concrètes se passer et des impacts sur les apprentissages. Nous avons donc basculé sur 2 années d'une recherche-action pour aller comparer à travers un groupe test et témoins s'il y avait des effets. Et puis ensuite, nous basculons en ce moment sur de la recherche un peu plus fondamentale. Donc le financement, il est passé par où? Eh bien, en fait, il est passé par des projets transversaux, c'est-à-dire que nous avons fait ruisseler notre idée, notre objet d'étude, et nous sommes allés utiliser ces outils-là dans le cadre d'autres projets. Donc, par exemple, pour préparer nos élèves des classes cordées de la réussite à préparer ils ont un grand oral en 120 secondes qu'ils doivent présenter devant un jury de 8 chercheurs. Donc, après préparer cette épreuve, nous avons une classe cadet avec une classe pompier, si vous voulez. Et nous formons les élèves de cette classe pompier avec ces outils-là aussi à appréhender des interventions sur grande échelle, à gérer la peur des nouveaux animaux de compagnie comme les serpents, par exemple. Voilà, et par exemple, un autre exemple très, très prochainement, là, nous allons cette année aider nos élèves à se préparer pour l'oral du brevet avec ces outils-là. Et à travers ces projets transversaux, voilà, nous avons réussi à trouver des espaces de financement qui nous ont permis d'acheter le matériel qui aujourd'hui nous permet de fonctionner. Maintenant, nous menons bien sûr d'autres recherches, notamment à travers des concours valorisants pour financer l'achat du matériel plus onéreux qui va nous permettre, dans le cadre des recherches dans les 3 années qui viennent, là, d'aller explorer l'impact physiologique, etc. de notre objet d'étude. C'est intéressant parce qu'on voit bien comment vous avez étendu le champ par rapport à l'idée première. Mais pour revenir à l'idée première, à savoir aider des enfants à vaincre la peur de l'eau, vous parliez tout à l'heure d'impact. Vous êtes donc parvenu concrètement à leur faire renoncer à leur stress, à leur phobie? Écoutez, parvenu, on a utilisé, si vous voulez, en se formant, en construisant l'utilisation de ces jumeaux numériques, nous avons complètement aussi cassé, on va dire, l'idée de l'outil magique. C'est-à-dire que, comme j'ai pu l'entendre tout à l'heure, ces jumeaux numériques restent des outils au service des apprentissages en ce qui nous concerne. Et donc, nous avons revisité, j'ai envie de dire, toute notre entrée dans ces activités-là, à travers une entrée par la sphère émotionnelle et un scénario d'usage en 3 étapes. Et donc, l'utilisation des jumeaux numériques n'intervient que dans la 3e étape, que après avoir utilisé d'autres modes opératoires. Et donc, nous fonctionnons différemment, j'ai envie de dire. Nous fonctionnons non seulement pour les élèves non nageurs sur des créneaux bien spécifiques avec nos outils que nous emmenons à la piscine. J'ai bien entendu tout à l'heure les remarques sur le transport du numérique. Il ne faut jamais l'occulter. Nous aussi, nous transportons notre laboratoire avec nous. Nous l'utilisons au sein d'ateliers en ce qui concerne l'escalade, c'est-à-dire que nous avons des créneaux réservés pour les élèves qui ont peur du vide, et donc nous les utilisons ainsi. Et puis moi et mon collègue qui sommes à l'origine de ce projet, nous l'utilisons même maintenant dans le cadre de nos cours de PS, puisque ce sont des objets que nous maîtrisons et donc qui nous sont faciles à rapidement mettre en œuvre. Donc même dans les leçons aujourd'hui, ce sont des outils qui trouvent leur place. Oui, parce que vous évoquiez l'usage pour d'autres projets transversaux, la préparation du brevet et autres. Donc finalement, l'outil, initialement, il avait été pensé pour des élèves en situation de stress. Finalement, il s'est étendu à tous ceux qui apprennent finalement. Voilà, c'est la bascule, si vous voulez, entre aujourd'hui notre objet d'étude et nos recherches qui sont vraiment
sur voilà, l'impact. Est-ce que ces outils-là, est-ce que ces jumeaux numériques-là ont un impact sur... alors, il y a toute une échelle, hein, bien sûr, sur les angoisses, les stress, les peurs ou les phobies. Et est-ce qu'ils permettent de relancer les apprentissages? Ça, c'est vraiment notre objet d'étude. Mais après, véritablement, nous avons étendu et fait ruisseler nos avancées techniques, technologiques, scientifiques pour voilà, redéployer ça non seulement avec les élèves qui ont du mal à apprendre, mais aussi avec les élèves qui apprennent pour leur faciliter les apprentissages, favoriser les apprentissages, un peu comme un amplificateur, on va dire, émotionnel qui leur permettrait voilà, d'avancer, de se confronter à des étapes qu'ils vont être amenés à rencontrer. Alors, vous évoquez la question de l'impact positif sur ces élèves, il y a la question de la mesure de cet impact, et puis la question aussi, pour relier au thème de cette table ronde, de caractère inclusif ou pas. Est-ce que ces technologies que vous décrivez, que vous avez mises en place, elles sont vraiment inclusives ou pas? J'ai envie de vous dire les deux. Elles sont à la fois inclusives et exclusives. Inclusive, faut savoir que c'est la logique native de notre projet, elle était là, hein, c'est-à-dire de partir d'une volonté d'inclusion. Comme vous le disiez tout à l'heure, je travaille dans un établissement difficile, éducation prioritaire, avec un public qui est déjà multistigmatisé. Et donc, cette notion d'inclusion, elle est très, très importante, elle est très forte hein, dans la politique de mon établissement. Et donc, la volonté d'inclusion, c'est elle qui a généré l'idée de ce projet. Donc, elle est là initialement. Ça reste des outils, donc qui peuvent aussi être exclusifs. Alors, j'ai entendu parler évidemment du prix tout à l'heure, hein. Donc, évidemment, le prix des casques de réalité virtuelle qui a bien sûr explosé depuis le Covid. Et donc, c'est aussi pour ça que nous avons pris, dans le cadre des redéploiements, la piste aussi de l'utilisation des supports de smartphones qui sont bien sûr beaucoup plus accessibles. D'autres problématiques, hein, j'ai entendu parler des cybernausées tout à l'heure, évidemment. Et puis, bien sûr, elles sont excluantes des fois d'un point de vue technologique. Alors, j'ai envie de dire pas du tout vis-à-vis des élèves. Il y a un vrai diachronisme. C'est-à-dire que moi, je travaille avec des enfants de collège. Autant vous dire que l'utilisation de ces outils numériques, et ça me surprend à chaque fois, hein, leur pose pas du tout de problème. Hein. Ils sont très rapidement avec des petits tutoriels capables de se plonger dans les vidéos dans un premier temps, mais ensuite aussi eux-mêmes de lancer les vidéos et de les réutiliser à la maison. Non, il y a plutôt un diachronisme, j'ai envie de dire, à la fois au niveau des politiques de l'éducation nationale, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on présente ces outils, tout le monde nous parle d'innovation, c'est pas innovant, hein, c'est des outils qui ont plus de 10 ans. Et puis aussi un autre diachronisme vis-à-vis des collègues. Alors voilà, là, c'est des collègues c'est aussi pour ça qu'on a fait le choix de la vidéo 360, c'est-à-dire que dans les formations en EPS, il y a des formations en audiovisuel. Donc, si vous voulez, beaucoup d'enseignants ont quand même des bases qui leur permettent d'utiliser ces outils-là. C'est le cas en ce qui me concerne. Voilà. Mais il faut quand même, et une fois de plus, je rebondis sur ce que j'ai pu écouter ce matin et tout à l'heure, il faut quand même former et accompagner aussi les enseignants à l'utilisation de ces outils. Alors, c'est exactement ce que nous faisons, hein, puisque nous formons aujourd'hui à la fois à notre process, mais aussi d'un point de vue plus technologique à l'utilisation des outils. Voilà. Depuis cette année sur Paris, où le projet se redéploie, et puis l'année prochaine, voilà, sur l'Académie de Grenoble, par exemple, pour donner des exemples. Mais voilà, il y a cet aspect incluant-excluant qui est toujours présent et qui dépendra véritablement, une fois de plus, de comment utiliser les outils. Et effectivement, cette ambivalence. Et ce que vous évoquiez sur la dimension très intuitive et le côté native des jeunes ne me surprend pas du tout. Une dernière question. Ce que vous avez déployé est très intéressant, et d'autant que vous êtes passé de la phase de test à une recherche beaucoup plus fondamentale. Est-ce que vous avez été, entre guillemets, approché par d'autres établissements qui seraient tentés de déployer le même type de projet et qui s'intéresseraient à la façon dont vous avez initié le vôtre pour tenter de s'en inspirer ? Oui, tout à fait. Tout à fait. Nous avons eu la chance d'être invités par la DGESCO à intervenir l'année dernière dans le cadre d'un PNF à Paris sur le savoir nager. Nous avons donc pu présenter nos outils au cours d'un atelier et de conférences à l'intégralité, on va dire, des inspecteurs de toutes les académies de France. Et ce sont ces mêmes personnes qui nous ressollicitent aujourd'hui pour venir alors soit présenter, soit former, soit accompagner des équipes, puisque vraiment on est maintenant sur les trois registres, hein, j'ai envie de dire.
Et voilà, le redéploiement, dans le cadre aussi de nos recherches, il a une importance puisque le nombre d'élèves c'était une 60aine d'élèves, si vous voulez, qui ont été testés dans le cadre de nos recherches-actions tous les ans. Donc, pour faire augmenter aussi le nombre d'élèves testés, nous passons dès cette année sur des stages massés de bassin, c'est-à-dire que nous allons accompagner avec ce scénario d'usage tous les élèves non nageurs des 12 établissements du bassin. Et puis, bien sûr, voilà, d'autres sollicitations ici et là, que ce soit dans l'académie ou même au niveau national, hein, bien sûr, de gens qui ont lu nos articles, veulent tenter en fait cet outil-là, puisqu'ils rencontrent les mêmes problèmes que nous avons rencontrés nous, hein, et donc ils viennent nous solliciter. Merci beaucoup pour votre témoignage. Il est temps de recueillir les éventuelles questions de notre audience, et pour cela, nous allons faire circuler parmi vous des micros. Donc n'hésitez pas à vous manifester en levant la main, c'est peut-être ce qu'il y a de plus évident pour qu'on vous identifie, de façon à ce que vous puissiez poser vos questions à nos différents intervenants. Il y a une question ici au milieu. C'est pas forcément évident dans la pénombre de distinguer les gens qui se manifestent. Merci. Bonjour, Domitil Lourdeau de l'UTC. J'avais une question justement sur l'inclusivité. Est-ce que en fait, les environnements virtuels ne véhiculent pas, par rapport au handicap, etc., justement la question du validisme en fait? Parce que je comprends bien que pour un enfant handicapé, se retrouver dans la peau d'un enfant avec tous ses moyens, c'est formidable. Mais par contre, si on l'immerge avec d'autres et qu'on montre que des gens qui sont valides, comme par exemple d'avoir des avatars qui sont toujours fins, en bonne santé, valides, etc., est-ce que justement ça ne véhicule pas ce problème du validisme et d'exclure des gens qui ne se sentiraient pas forcément bien dans leur corps? Je vous laisse répondre si vous vous sentez inspiré. Je vais tenter de répondre. Alors, en fait, l'environnement numérique, il déporte un petit peu, il translate l'exclusion. C'est-à-dire qu'avec le numérique, ce n'est pas forcément les mêmes élèves qui vont être exclus que sans le numérique. Je m'explique. Un enfant, par exemple, sur fauteuil, bon, il va pouvoir peut-être utiliser un casque, être à l'aise. Bon. Et tandis que des jeunes chez lesquels on n'aurait pas soupçonné de problème d'accès à ces technologies, eh bien, pourraient en avoir. Par exemple, pour des raisons sociales, pour des raisons de manque, finalement, d'usage de ces outils. Alors, les technologies, on a dépassé l'outil, hein, c'est une culture. Mais on a l'impression que tous les jeunes sont dans cette culture, c'est faux. En fait, quand la présentation précédente me questionne un petit peu. Tant mieux si les jeunes ont adhéré, s'il n'y a aucun problème au niveau du collège. Ça veut dire que l'enseignant, il a une force, il a un levier au niveau de la personnalité, il emporte les jeunes. Mais il faut avoir cette force parce qu'en fait, certains sont quand même à côté de ces mondes-là. Donc du coup, ça c'est le premier point. Alors peut-être que je réponds un petit peu à côté, mais ça me semblait une bonne question et un bon prétexte pour moi pour dire cela. Après, on véhicule aussi nos propres représentations. Il ne faut pas imaginer que les jeunes vont choisir des avatars ou des représentations des magazines féminins de minceur et de tels critères de beauté. Parce que par exemple, dans l'étude à Vicorse, initiée par l'ARS de Corse, on teste des avatars de jeux vidéo. Donc, alors, c'est que le visage, hein, mais il y a tous les âges. Et en fait, les jeunes, bon, déjà, ont préféré les avatars très réalistes,
première surprise par rapport aux avatars de dessins animés. Et deuxièmement, ils ont choisi des avatars étonnants par rapport aux représentations que l'on avait. Donc des personnes âgées, des avatars qui ne leur ressemblaient pas du tout. Donc en fait, c'était un petit peu étonnant. Donc on peut être surpris. Hein. Je ne sais pas si Jérôme, Louis, Régis, vous voulez ajouter quelque chose par rapport à la question qui vient d'être posée ou par rapport à l'intervention d'Agnès Picard-Kipfer. Alors moi, je voudrais simplement préciser que, à la fois pour les scénarios que nous, on a mis en place, mais aussi pour ceux qu'on a vus tout à l'heure pendant le repas, il n'y a pas vraiment d'avatar, il n'y a que des mains. On ne voit pas un blanc aux yeux bleus pour aller à l'extrême du truc. Ce sont juste des mains qui vont réaliser des tâches. Hein. On ne se projette pas dans un personnage. On a à réaliser une opération ou une compétence. Tout à l'heure, c'était une expérience sumique à laquelle j'ai assisté. Plutôt que de se projeter dans celui qui fait. On fait soi-même par l'intermédiaire d'un casque. Intéressant, merci beaucoup. On ne vous voit pas, mais on vous entend. Louis Dupin, Régis Fayot-Bost, si vous avez envie de réagir avant que la parole ne continue de circuler. Moi, je suis tout à fait d'accord sur la remarque. Je vous laisse la parole, allez-y. Allez-y, Louis. Non, allez-y, Régis, vous avez commencé. Non, je disais que j'étais tout à fait d'accord sur la remarque concernant, qui vient d'être formulée, sur l'accès, on va dire, à ces outils-là. Voilà. Nous, ce qui nous facilite la tâche, entre guillemets, c'est que c'est une technologie immersive un petit peu particulière. Ça reste de la vidéo. Ça reste véritablement de la vidéo. Et là, pour le coup, pour nuancer peut-être un petit peu mon enthousiasme de tout à l'heure, c'est que cette culture de la vidéo, etc., pour le coup, elle est... nous, en tout cas, nous n'avons jamais rencontré de problématique par rapport à elle et à son utilisation. Mais ça reste une technologie immersive très particulière, avec ses lignes de force, ses lignes de faille, utilisée dans un contexte particulier, avec des enfants particuliers. C'est bien cela aussi qui est important, c'est-à-dire qu'une fois de plus, ce n'est pas véritablement l'enseignant qui a besoin de l'utilisation de ce jumeau numérique pour arriver à débloquer les choses. C'est bien l'élève. Et en fait, c'est ça qui change tout aussi dans l'utilisation qu'il peut en avoir et le rapport qu'il va avoir non seulement à l'outil, à son utilisation et aux effets qu'il pourrait produire. Voilà, c'est la petite modération que je voulais apporter. Louis Dupin. En complément là, sur ce qui a été dit sur les avatars, et je partage ce qui a été dit, sur déjà le fait qu'on incarne quelqu'un, donc souvent qu'à travers des mains et on est seul, donc on n'a pas ce rapport au corps. Mais je voudrais rappeler que utiliser des avatars, on le fait beaucoup aujourd'hui dans le jeu vidéo. Les personnes qui jouent utilisent des avatars, ils endossent des peaux qui vont changer en fonction des jeux et des choses qu'ils pratiquent, et on n'assiste pas à des dérives qui sont incroyables, à avoir des plastiques parfaits. Tout se représente plus ou moins. Les handicaps pas forcément, même si certaines plateformes essaient de faire des efforts. Donc dans l'immersive, déjà, avant qu'on ait des expériences de formation en collaboration complexe, avec un avatar qui est récurrent, utilisé par tous, et où on se définit une identité qui n'aurait d'ailleurs pas besoin d'être unique, qui pourrait être adaptée à chaque cours, période ou personne. On a quand même du tout. Donc ces dérives, elles peuvent exister, mais elles sont très loin. Et elles seront de toute façon très loin. Merci beaucoup. Alors ici, la parole continue de circuler. Monsieur, vous avez le micro en main. Je vous propose de nous partager votre question. Vous m'entendez? On vous entend. Ok, très bien, merci. Javier Posselt, Société Renault. Donc, je suis chef de projet réalité virtuelle, réalité augmentée. Et aussi, je fais partie de l'expertise de Renault dans ce type de moyens. Alors, j'ai pour la partie exclusion-inclusion, en fait, moi je parle toujours, c'est qu'on va dans un iceberg, Actuellement, nous avons discuté sur, OK, je mets un moyen, j'ai aussi un casque d'immersion, mais au-dessus de l'iceberg, j'ai toute une infrastructure, j'ai la maintenance, j'ai une équation économique pour garantir que tous les gens puissent avoir accès à ces moyens d'une manière équitable.
Et alors, je vais vous donner un petit exemple au niveau de comment ça se passe chez nous. Donc nous, on est siloté, le design, l'ingénierie, le marketing, le manufacturing, etc. Et donc forcément, le design a beaucoup de moyens pour s'équiper des nouvelles technologies. Donc on peut dire les gens qui ont des moyens pour le faire. Et donc on a des designers, on va acheter pas mal des casques d'immersion, où les designers ils vont les utiliser chez eux d'une manière libre pour faire de la création. On est d'accord. Le directeur du design veut avoir son propre moyen, mais il va avoir, on appelle la Rolls-Royce de la réalité virtuelle, avec toute une équipe qui est venue chez lui pour l'équiper, des équipements avec un réseau sécurisé, etc. Donc on parle déjà des gens qui sont inclus, on peut dire. On va passer à l'ingénierie. Dans l'ingénierie, on n'a pas les mêmes moyens. Et donc, quand on me dit, tiens, on va déployer des systèmes, déjà, je vois que les clients, que c'est des clients locaux, mais quand les gens ils me disent, mais je voudrais l'avoir chez moi, bah, désolé, on n'a pas assez d'argent, disons. Les projets n'ont pas prévu pour donner des casques d'immersion à tout le monde, donc bah, tu es obligé de venir chez Renault, essayer de voir en réalité virtuelle, mais dans des lieux spécifiques. Donc, on n'est pas, même au sein de la même entreprise, on n'est pas traité de la même manière. On n'a pas accès à cette technologie de la même manière. Et après, la question qui suit aussi, c'est comment je fais la maintenance. Et surtout, et je ne sais pas si ça a été discuté aujourd'hui, la sécurité de ces moyens. Parce que quand il y a quelqu'un qui utilise un casque d'immersion enfermé dans son salon, comment je peux garantir qu'il ne va pas se lever, et il va se prendre les pieds à la table basse, il va tomber, et donc c'est la faute à qui? Donc moi, comme industriel, c'est ma faute, parce que je veux le déployer. C'est intéressant parce que la question de la responsabilité, effectivement, sur ce sujet-là, mais aussi la question, on a parlé de l'inclusivité ou de l'exclusivité sur la base essentiellement du handicap ou de différentes capacités cognitives ou motrices plus ou moins réduites. Mais on a un petit peu évoqué la question du budget, mais pas trop. Mais il y a aussi effectivement cette question d'équité par rapport au budget, sachant que les casques de réalité virtuelle coûtent en moyenne 500 € à l'heure actuelle. Et effectivement, avec la difficulté pour certains de s'équiper. Je ne sais pas si certains d'entre vous quatre souhaitent réagir par rapport à la question qui vient d'être, ou l'observation qui vient d'être formulée. Moi, je peux prendre la parole si vous le souhaitez. Volontiers. Sur la question des fonds, c'est évidemment une question qui est importante, mais en fait, elle pose une autre question derrière. Elle pose la question des stratégies des entreprises et des organisations. Ce sont des fonds qui sont trop importants pour des unités de petite taille. Si on prend là, je vais parler de la conception, peut-être qu'ils sont pas peut-être qu'ils n'ont pas des budgets extensibles, ce que je peux comprendre, mais par contre, à l'échelle de l'entreprise, on va pouvoir trouver des budgets pour équiper une salle. C'est juste une question de quelle est la vision que les organismes vont prendre par rapport à cette technologie-là dans les apprentissages et dans les usages au quotidien. Et en fait, ça renverse la question. Il ne faut pas que l'enseignant, c'est exactement la même chose que demander à un enseignant de lycée de prendre sur son budget de sa classe, lancer des casques. Ça ne marchera pas. Il faut que ce soit le lycée au global qui s'intègre aux autres, mais aussi la région avec des départements, la région pour le lycée. Pour avoir un équilibre sur le territoire. Ça, c'est vraiment pour cette partie d'investissement. Après, sur la partie des responsabilités, ça va dépendre de pas mal de choses, mais aussi de réflexion collective sur les cadres légaux et l'usage quand on va arriver sur des usages de grande. Aujourd'hui, en fonction des casques que vous allez acheter, vous avez le droit ou pas de les utiliser en usage professionnel. Si vous utilisez des casques grand public dans les usages professionnels, vous n'êtes pas couvert. Si vous avez des licences d'exploitation business, vous l'êtes. Et donc, ça serait un peu la même chose que si un élève ou quelqu'un se tord les chevilles au bureau parce qu'il a raté une marche, l'entreprise est responsable, il y en a les choses fonctionnent. Mais il va y avoir une réflexion de cadre de comment les intègre correctement. Mais il ne faut pas
pousser non plus le vice trop loin et se dire qu'on a une montagne de problèmes. La française couvre aujourd'hui déjà une partie de ces cas-là. Par contre, il faut faire attention au matériel qu'on achète. Merci. Y a-t-il d'autres questions? Oui, en haut. On m'entend? Oui. Matteo Queneau du portail de l'IE. Je crois que c'était Louis Dupin qui avait mentionné les risques, mais qui n'avait pas eu le temps de vraiment se lancer dessus. Donc, du coup, je voudrais faire une petite relance. Et de façon générale, je voudrais savoir si les autres exposants avaient déjà assisté ou avaient pensé à des détournements d'usage de ces outils. Est-ce que c'est imaginable que ça soit utilisé à mauvais escient? Y a-t-il eu des détournements d'usage? En tout cas, est-ce que ça fait partie des scénarios que vous avez envisagés et comment est-ce que vous y faites face? Moi, je vais peut-être commencer. Volontiers. Donc la réalité virtuelle que nous, on a au lycée sont dans des valises qui restent au lycée pour l'usage des élèves. Hein. Quand elles sortent, c'est parce qu'il y a un collègue qui les prend avec pour aller sur des portes ouvertes ou des forums. Donc là, non, il n'y a absolument pas de détournement. Maintenant, on continue à réfléchir à l'usage du numérique de façon plus large. Et puis, dans le cadre de la pédagogie inversée, on est un groupe d'établissements à travailler à la mise en place de scénarios qui seraient en ligne, qui seraient sur un cloud. Et le gamin, chez lui, voilà, on va lui dire, tu as 15 jours pour aller faire tel scénario que tu feras sur ton ordinateur à la maison. Et on discutera de tout ça en cours, et puis on va voir les savoirs qui sont associés. Est-ce que là, il peut y avoir une dérive? Très sincèrement, je ne sais pas, je n'ai pas la techno pour vous répondre, mais l'idée, c'est quand même de verrouiller le système pour que ça ne puisse pas arriver. Et pour le coup, là, ça sera inclusif, puisque, alors je ne sais pas si c'est le cas dans les autres académies, mais il me semble, tous les élèves disposent d'un ordinateur portable mis en place par les régions. Donc, tous les élèves disposent du moyen de faire ces exercices, non plus en réalité virtuelle, mais plutôt en réalité augmentée. Merci beaucoup. Je crois qu'on a encore le temps pour une autre question, au fond, à droite, effectivement. Oui, Benjamin Poussard. Alors, vous m'avez vu ce matin présenter et parler d'avatar, et je voulais rebondir sur ce qui avait été dit sur les avatars pour reposer une double question. Comme vous l'avez compris, ça nous intéresse beaucoup, donc je voulais avoir vos avis là-dessus. La première chose, c'est qu'on va avoir des avatars dans nos jumeaux sur Jenny, puisque certains de ces jumeaux seront collaboratifs et les gens vont se voir à l'intérieur. Et donc ma première question, ça va être par rapport à tout ce que j'ai entendu, selon vous, à quoi ils doivent ressembler par rapport à tout ce que vous avez évoqué sur l'inclusion, le handicap, etc. Savoir avoir votre opinion là-dessus. Et l'autre partie de la question, c'est on a fait beaucoup de choses aussi en réalité virtuelle, dans la littérature et dans notre laboratoire, sur comprendre le handicap grâce à des outils immersifs, comprendre les troubles de la vision, comprendre l'accessibilité en fauteuil roulant, ce genre de choses. Est-ce qu'il y aurait un intérêt aussi à amener des avatars ou des mécanismes d'interaction qui permettent de faire comprendre à des gens 100% valides ces troubles à l'intérieur de ces systèmes-là, par exemple? Je ne sais pas si j'étais clair. Si, ça a été clair. L'idée, c'était la représentation des avatars et, si j'ai bien compris aussi, la pédagogie, pas seulement pour aider les personnes en situation de handicap, mais celles qui ne le sont pas, à mieux intégrer justement les personnes en situation de handicap pour prendre pleinement conscience de leurs difficultés. C'est ça le fond de votre question ? Par exemple, est-ce qu'il y aurait un intérêt pour des personnes 100% valides d'incarner un avatar qui ne l'est pas pour se rendre compte des difficultés qu'il aurait à accéder à des machines, à des processus, etc. dans un jumeau numérique? Si, c'est très clair. Agnès Picard, est-ce que vous voulez répondre? Je veux bien essayer de répondre. Par rapport à la première question, bon, malheureusement, je n'ai pas la réponse parfaite dans toutes les situations, parce que, en tout cas, à travers les recherches que je mène, je vois que, encore une fois, c'est une situation particulière avec des têtes parlantes. Mais on ne peut pas dire, tiens, il faut telle tête parlante.
là, il y a deux situations. J'en ai décrite une plus que l'autre, mais dans un autre projet de recherche, c'était des têtes peu réalistes, donc de dessins animés, qui racontaient des histoires. Il s'agissait d'albums numériques avec donc une tête parlante qui avait une option de codage en LPC, langage parlé complété. C'est pas la langue des signes, hein, c'est un code syllabique. Bon. Et ça fonctionnait très bien en tête de dessin animé, parce que cette tête de dessin animé, elle incarnait le narrateur. Et pour le racontage d'histoire, il y avait quand même un apport en lecture labiale, toutes les technologies, bon, pour les deux technologies, c'était INRIA, l'équipe multispeech, et donc ça convenait. Après, pour le projet en cours, maintenant, il y a eu un tel bond technologique en quelques années que l'apport de la lecture labiale, qui est très importante hein, par rapport au langage, l'apprentissage de la lecture faciale, la lecture labiale, donc il y a eu un progrès fou en reconnaissance de la parole par rapport à la protrusion des lèvres, les organes de la phonation. C'est peut-être aussi pour ça que les jeunes interrogés, alors il n'y a pas que des jeunes avec des troubles, parce que de toute façon il y a toujours groupe contrôle et puis cohorte avec des difficultés particulières, donc finalement aucun jeune n'a été surpris ou gêné par le fait que ça soit un humanoïde vraiment très très ressemblant. Au contraire, ils ont trouvé que c'était bien plus agréable que les mêmes activités avec la tête de dessin animé, mais qui n'avaient pas forcément le même niveau d'articulation. Conclusion, tout dépend de l'usage. Tout dépend de l'usage. Peut-être que chez la même personne, si c'est un usage de jeu, à ce moment-là, ça serait bien d'être incarné par une créature. Si c'est un usage peut-être professionnel, bon, c'est vrai que dans les usages que je décris, il y a le visage. Il y a le visage et la main. Il n'y a pas que la main. Donc, du coup, et l'avatar, dans les activités menées, soit il porte la parole de la personne, donc il dit, ben voilà, moi je ressens ci, je ressens ça, un peu comme un doudou finalement, hein, pour les plus jeunes, c'est-à-dire c'est pas moi qui souffre, mais c'est le doudou, c'est pas moi qui ai peur, c'est le doudou, donc c'est l'avatar. Donc l'avatar porte la parole, et puis à l'inverse, l'avatar peut aussi, ou la tête, elle peut soit raconter des choses, apporter des modèles de phrases, bref. Donc vous avez compris. Et il n'y a pas aussi toujours un choix vers le même sexe, c'est-à-dire que il peut y avoir de multiples choses. Par contre, peut-être que c'est important d'avoir le choix. C'est ça peut-être qui apporterait une motivation. Alors la deuxième question, qu'est-ce que c'était exactement? Excusez-moi. C'est la possibilité d'incarner des personnes qui auraient des troubles dans la manière de vivre les expériences. Ça existe déjà en fait. Ça existe déjà, il y a déjà des petits scénarios où justement on peut se dire tiens, comment est-ce que ça se passe si on ne voit pas trop bien, si on n'arrive pas trop à écrire ou si on a des problèmes de préhension. Donc ça, oui, c'est une bonne idée. Donc tout ça, il faut absolument continuer. Parce que c'est sur quoi on a prise finalement, si on veut essayer de faire que la société soit plus inclusive, sur les représentations. Hein, les besoins des personnes, les réponses, on n'a pas prise sur tout. Mais par contre, changer notre regard et se dire, tiens, finalement, je ne m'apercevais pas du tout de ça. Dans les formations que l'on fait à l'INS, à l'INSHEA, c'est vrai que quel que soit le handicap ou la difficulté, il y a des stages pour enseignants, pour médiateurs à destination de personnes déficientes visuelles ou avec autisme ou troubles du langage, surdité. Les premiers jours, les premières heures, c'est toujours l'immersion. Alors, on n'a pas toujours la réalité virtuelle pour le faire. Donc, on a nos petits jeux, on a nos petites techniques, les petites situations où on se met à la place de... Donc ça, c'est très bien. Et... donc à développer absolument. Et je me permets de rebondir sur ce matin, les différentes interventions. Vraiment, toute la méthodologie du projet de Jenny me semble vraiment bien. Pourquoi ? Parce que ça va dans le sens de la pédagogie universelle des apprentissages. En matière de sciences de l'éducation, le prisme a changé. C'est-à-dire qu'il y a 10 ans,
il y a 20 ans, on considérait une classe, un groupe, une cohorte à qui on enseignait, finalement comme une sorte d'entité. Et les méthodes, elles étaient construites pour l'enfant, entre guillemets, imaginaire, c'est-à-dire une sorte de Moyen-Âge avec un calibrage des éditeurs en 2 pages. Par exemple, les méthodes d'apprentissage de la lecture, toujours 2 pages, quel que soit le phonème, quel que soit le graphème, quelle que soit la leçon de grammaire, toujours 2 pages. Bon. Donc des contraintes éditoriales, finalement un peu commerciales, et puis des façons de procéder qui considèrent finalement l'élève imaginaire. Bon, maintenant, tout a changé puisqu'on voit bien que ça ne marche pas, puisque dans les pays occidentaux, il y a environ 20% de difficultés de langage et d'apprentissage dans tous les pays, quelles que soient les langues, quelles que soient les méthodes. Alors, ce n'est pas des troubles, en fait, hein, ce sont des difficultés, pour X raisons. Bon. Donc, se sont développées ces dernières années des méthodes singulières. Donc, on va rajouter du geste, on va rajouter ceci, on va adapter. Bon. Très bien, mais c'est complètement chronophage pour les enseignants. Total, plus personne ne veut être enseignant. Parce que non seulement les salaires sont faibles et encore plus faibles pour l'école maternelle, l'école élémentaire, mais le travail est complètement fou, puisque sans que les professionnels aient forcément une formation très importante, ils ont souvent une information ou un début de formation, ils prennent en charge en devant adapter, parce qu'ils ont au moins statistiquement, les troubles du langage, c'est environ 5 à 8%. Donc il y a obligatoirement un élève par classe qui a des troubles du langage, se rajoutent les troubles du comportement, les enfants allophones, les enfants en situation de maladie, etc. Donc c'est autant d'adaptations. Donc c'est faire la classe pour le groupe, ensuite on rajoute telle adaptation, telle autre, telle autre. Donc du coup, c'est comme la plupart des innovations dans le domaine un petit peu de la didactique, les Canadiens, les Québécois poussent un peu vers l'innovation. Ils ont plus de souplesse, je pense, institutionnelle, parce qu'ils ont quand même aussi de grandes difficultés à recruter. Bref, donc maintenant, on imagine une pédagogie pour tout le monde. Ça ne veut pas dire que tout le monde a la même chose, non. Mais les livres, par exemple, sont adaptés, les méthodes. Je n'ai pas de billes chez les éditions Retz, mais il y a des méthodes qui prennent en compte la charge cognitive et qui adaptent pour qu'un enfant avec trouble du langage puisse apprendre avec ce genre de méthode, avec trouble de l'attention, etc. Et donc, quel est le rapport avec le projet de Jenny quand j'écoutais les uns et les autres ce matin? C'est de prendre en compte ces différences, ces singularités, ces stratégies personnelles des élèves, de ne pas s'interdire, de ne pas faire semblant que ça marche pour tout le monde, de se dire, eh bien, puisqu'on est dans un projet où on doit regarder les possibles, on doit méthodologiquement regarder, eh bien, interroger les élèves qui ont ces profils-là. Ils ont des troubles de l'attention, super. La réalité virtuelle va peut-être être une aide pour eux, puisque leur corps va pouvoir bouger. Au lieu d'être complètement coincés, et c'est leur difficulté, puisqu'ils doivent inhiber, le fait d'avoir cette mobilité, peut-être ça peut être un plus. Bon, qu'est-ce qu'ils ont à apporter? Les enfants 10, par exemple. Bon, la NASA recrute 30 à 40, enfin, bon, peut-être j'exagère un peu, on va dire 30% de personnes 10, parce que certains d'entre eux, pas tous, ont une supériorité visio-spatiale, sont plus créatifs. Tout ce qu'on a en numérique, c'est des dyslexiques qui les ont inventés. Apple, voilà, Jobs, Gates, Zuckerberg, c'est tous des dyslexiques. Donc ils ont une créativité. Alors c'est le moment d'interroger les élèves, les étudiants, pour leur faire sortir éventuellement, j'invente peut-être un peu, mais de leur culpabilité ou bon, ils ne sont pas forcément fiers d'avoir certaines singularités, de renverser la vapeur, de leur dire génial, vous avez travaillé comme des titans pour en arriver là. Et c'est une force. D'ailleurs, au Canada, Pôle emploi fait des petits livrets pour dire embaucher ces personnes. Ils ont travaillé depuis 10 ans, 20 ans, 2 fois plus que les autres. Bref. Donc tout ça pour dire que peut-être c'est ce qu'il faut amplifier dans le projet. Ça me semble exister déjà. Mais utiliser donc les activités pour les tester ou pour renforcer les singularités, les stratégies
pour permettre que justement avec un même outil, on ait plusieurs voies d'entrée ou plusieurs façons. Bon, j'étais un petit peu longue, mais ça me tenait à cœur. Et merci pour cette réponse circonstanciée. Merci à nos 4 intervenants et merci à vous d'avoir interagi avec eux. Je pense qu'on peut les applaudir.